Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire d'un pays pauvre, devenu exportateur de pétrole en 2003, et qui, au lieu de faire profiter sa population des recettes d'exportation et de respecter les accords de bonne gouvernance, se retrouve dans des jeux de pouvoir et dans une grande tension régionale. Alors pourquoi ? Le Tchad est un pays enclavé au cœur de l'Afrique. Il a pour voisins la Libye, le Soudan, la République centrafricaine, le Cameroun, le Nigeria et le Niger. C'est un très grand État, 1 300 000 km², presque 4 fois l'Allemagne, et une telle superficie le met au contact de 3 milieux naturels assez différenciés. Le désert du Sahara, avec le massif volcanique du Tibesti qui culmine à 3400 mètres, la bande sahélienne, qui est une zone de steppe épineuse, et une zone semi-tropicale avec une saison des pluies. Ces milieux influent bien évidemment sur les populations et les activités. Alors rapprochons-nous. Il y a presque 10 millions d'habitants, concentrés surtout au sud-ouest du pays, sur les rives des fleuves Chari et Logoné, dont la confluence est à la hauteur de N'Djamena, la capitale. Ils sont concentrés aussi autour du lac Tchad, dont la superficie varie en fonction des pluies. C'est dans cette région du sud-ouest que vivent les Sahras. Ils sont agriculteurs et représentent près de 20% de la population. Au centre vivent des populations de langue tchadienne, les Moubi, Massa, Kotoko, ainsi que des Peuls et des populations de langue arabe. Ce sont des éleveurs nomades et des agriculteurs. Enfin, ce sont les nomades Toubou qui prédominent au nord. Au total, près de 150 ethnies vivent dans ce pays. Les Tchadiens sont musulmans, chrétiens et animistes, et le français et l'arabe sont les langues officielles du pays. Voilà, ce bref portrait permet de mesurer que ce pays est un point de rencontre entre peuples, religions, modes de vie, ce qui entraîne des tensions, notamment entre les nomades du nord et les agriculteurs du sud, et à ce clivage traditionnel s'ajoute un clivage économique. L'agriculture est la principale activité économique du pays. Elle emploie 75% de la population active et contribue pour 35% au PNB du pays. Au centre domine l'élevage et la production de mil et de sorgho. Au sud, le climat semi-tropical permet une agriculture où domine le coton, la canne à sucre pour l'exportation. C'est ce qu'on pourrait appeler le Tchad utile, où se concentrent les principales recettes en devises du pays. Le coton, et depuis 2003, le pétrole dans la région de Doba. L'exploitation du pétrole est venue renforcer l'importance économique du Sud, donc le clivage avec le Nord. C'est un consortium américain comprenant ExxonMobil, Chevron et aussi Petronas, qui est une compagnie malaise, qui a été montée pour exploiter ce gisement. Or, comme le Tchad est un pays enclavé, il a fallu construire un oléoduc de plus de 1000 km de long pour relier Doba à Kribi sur la côte camerounaise, ouvrant sur le golfe de Guinée. Et c'est là l'un des plus importants investissements privés réalisés sur le continent africain. Le Tchad est l'un des pays les plus pauvres au monde, classé en 2005 par le PNUD au 173e rang sur 177 pays en termes d'IDH, c'est-à-dire d'indice de développement humain. 80% de la population vit avec moins de $1 par jour, l'espérance de vie est de 45 ans, donc les revenus du pétrole peuvent constituer une chance pour sortir du sous-développement. La Banque mondiale a donc décidé de cofinancer la construction de cet oléoduc à hauteur de 13% sur un budget global de 3,7 milliards de dollars, mais en échange de cet apport et de cette caution, sans lesquelles les compagnies pétrolières auraient peut-être hésité à investir, la Banque mondiale a imposé que le Parlement tchadien vote une loi qui encadre la redistribution de la rente pétrolière en stipulant que, dans le budget de l'État, 80% des revenus pétroliers doivent être affectés au secteur de l'éducation, de la santé, l'environnement, l'eau et les infrastructures, 10% sont placés à Londres sur un compte bancaire pour les générations futures, 5% pour le développement local de la région de production de Doba et 5% affectés au gouvernement tchadien. Ce type d'encadrement à des fins de bonne gouvernance est une première, d'autant plus que la répartition des recettes du pétrole suscite des rivalités au sein même du pouvoir tchadien. Et ça, évidemment, ce n'est pas une première. C'est là qu'il convient de faire un peu de politique.
Depuis 1990, le Tchad est dirigé par Idriss Déby. Il a chassé par la force le président Hissène Habré. En 1991, il a introduit le multipartisme et se fait élire démocratiquement en 1996, avant d'être réélu en 2001. Or, la constitution du pays ne lui permet pas de se représenter pour un troisième mandat. Donc, il organise, comme tant d'autres chefs d'État africains, un référendum constitutionnel en juin 2005 pour pouvoir participer lui-même aux élections de mai 2006. Alors, les opposants au président Déby sont de plus en plus nombreux, y compris au sein de son ethnie Zaghawa et de son entourage. Et l'instabilité est renforcée en outre par des facteurs externes. Changeons d'échelle. Le Darfour est une région de l'ouest du Soudan, peuplée en majorité d'une population noire, islamisée, les Fours. Dans un contexte de sécheresse et de pénurie alimentaire, la situation au Darfour se dégrade en 2003. Une rébellion se développe contre le gouvernement arabe de Khartoum et celui-ci y répond par la violence, le pillage, la destruction des villages. Les habitants du Darfour viennent se réfugier dans l'est du Tchad et il serait aujourd'hui environ 200 000 réfugiés soudanais vivant au Tchad. Alors cette région du Darfour est historiquement très liée au Tchad. Certaines ethnies vivent à cheval sur la frontière, comme les Zaghawa, qui est l'ethnie du président Déby. Ensuite, le Darfour a servi de sanctuaire à des groupes rebelles tchadiens, y compris à Idriss Déby à la fin des années 80, lorsque celui-ci préparait son coup d'État, et il était alors soutenu par le Soudan. Or, depuis 2003, plusieurs proches d'Idriss Déby soutiennent, par solidarité ethnique, les rebelles du Darfour, ce qu'évidemment tolère très mal le gouvernement de Khartoum. Alors en retour, le Soudan accueille des opposants tchadiens qui lancent des attaques en territoire du Tchad. Il a aidé aussi à l'union de l'opposition tchadienne par la création du Front uni pour le changement. Et c'est ce parti qui a tenté de renverser le pouvoir tchadien en avril 2006, aidé par le Soudan. Khartoum, en fait, voudrait avoir à N'Djamena un président tchadien plus favorable à ses intérêts. Et ses intérêts, c'est entre autres de réaliser un oléoduc entre Doba et les oléoducs soudanais qui mènent à Port-Soudan. Cela reviendrait à inverser les flux de pétrole qui pourraient ainsi être acheminés jusqu'à la mer Rouge et de là être exportés vers la Chine. Parce que Pékin importe 85% de la production pétrolière du Soudan. Les deux pays sont liés par des accords commerciaux et la Chine fournit, entre autres, des équipements militaires au Soudan et a cédé des licences pour la production d'armes. Alors face à ces calculs soudanais, le Tchad a deux soutiens. Les États-Unis, qui défendent les intérêts de Exxon, Chevron, c'est-à-dire des compagnies pétrolières américaines, et la France, qui avait aidé Idriss Déby à parvenir au pouvoir et qui maintient au Tchad du matériel et 1200 hommes stationnés là en permanence. Pour Paris, c'est là une façon de contribuer à la stabilité de cette région. Alors, trois idées peut-être à retenir dans ces divers bras de fer. D'abord, le pétrole pour le développement, pour le moment en tout cas, ça n'a pas marché. Le Tchad, justement, n'a pas tenu les engagements pris avec la Banque mondiale, les accords initiaux n'ont pas été respectés en totalité, justice et sécurité ont été ajoutés au secteur devant être financés par les recettes pétrolières. Or, ces recettes ont pu servir à acheter des armes. Deuxième idée, la Banque mondiale a échoué dans son approche conditionnelle, en tout cas pour le moment. C'est une approche pourtant très novatrice, puisque le but, c'est de rompre l'opacité des exportateurs de pétrole, comme l'Angola, le Congo, le Gabon, le Nigeria, pour freiner le gaspillage, les achats d'armes ou les détournements vers des poches privées. Et puis, troisième idée, il y a cette question du montant des royalties. Le gouvernement tchadien touche 12,5% des recettes du pétrole, donc 87% revient au major. Les royalties qui reviennent aux pays détenteurs de la richesse naturelle sont faibles, quelle que soit l'utilisation qu'en fait le gouvernement tchadien.